On atteint donc le 4e plateau concernant donc les luttes contre les LGBTQI-phobies. Nous avons encore une fois beaucoup de monde autour de la table. Nous avons qui? Est-ce que chacun peut se présenter chacun son tour? Voilà. Bonjour, très content d'être là. Merci beaucoup de me recevoir. Donc Sophie du groupe Atista, une féministe engagée et qui plus est une lesbienne qui l'assume totalement aujourd'hui. D'accord. Véronique, pareil pour le début, et je travaille en recherche sur les discriminations par le langage, pour faire vite. Toi le chef. Bon, moi c'est Gwen, je travaille sur Radio Localities et j'anime aussi l'émission Et alors LGBTQIA+ féministe sur Radio Occitania et je suis une personne trans. Bonjour, Jérôme, administrateur de Pride Toulouse, en charge du collectif associatif et de la marche aussi des fiertés et du village associatif sur Toulouse, qui aura lieu le 2 juillet cette année. Bonjour, donc moi c'est Selma, je suis vice-présidente de la Pride Toulouse, en charge des relations, des jumelages avec l'autre Pride en Europe, mais également membre de Pulse of Europe, dont je vous parlerai tout à l'heure. Bon, une première question. Oui, pardon. On me passait le micro, mais j'ai dit, moi je suis déjà présentée, Véro, Radio Localities, qui suis ravie de participer à cet événement aujourd'hui, parce qu'on rencontre plein d'associations, on apprend plein de choses, moi j'ai appris plein de choses, et vraiment je tenais à tirer mon chapeau à toutes ces personnes, à toutes ces associations. On va encore en avoir là, je suis sûre qu'on va encore apprendre plein de choses, mais merci en fait à tous, vraiment. Allez, je te laisse mener l'histoire. Voilà. Effectivement, merci à tous, à tous ceux qui sont succédés donc, autour de cette table et qui succéderont encore. Tu commences à avoir du mal. Il fait froid, donc j'ai les muscles maxillaires un peu endormis. Bien, une première question pour commencer. On se demandait un petit peu quel était votre sentiment sur la situation des droits de la communauté LGBTQI+, en 2022 aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même du progrès? Est-ce que ça se fait par à-coup? Alors est-ce que ça se fait tout doucement, progressivement? C'est quoi un petit peu votre sentiment là-dessus, Jérôme? Alors les droits, on a des droits, c'est bien, mais ils ne sont pas acquis. Il y a de l'homophobie qui est grandissante, lesbophobie et transphobie aussi. La preuve en est d'ailleurs avec l'exposition sur les droits humains et minorités sexuelles qu'avait mis en place le conseil départemental et qui a été vandalisé il y a 2 jours. C'est-à-dire qu'il y a tellement maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, les gens se libèrent un peu les langues et se permettent de faire des choses aussi sous le couvert de l'anonymat. Et il faut être très vigilant, très vigilant, sachant qu'aussi dans le monde associatif, il y a de moins en moins de gens qui sont militants, qui sont partants, qui sont engagés. Et on a besoin de ces gens-là pour justement lutter contre cette homophobie, qui est lesbophobie, transmophobie, toutes ces phobies-là, et je pense que l'heure est grave, parce qu'il y a des discours qu'on laisse passer dans les médias, dans les télés notamment, dans des émissions que je nommerai pas, et par des hommes politiques ou des femmes politiques aussi, qui ne sont plus acceptables de nos jours. Et voilà, donc il faut être plus solidaire plus qu'on ne l'a été auparavant, et il ne faut pas relâcher, bien qu'il y ait des droits qui ont été acquis. Une réaction autour, un rebond? Oui, parce qu'il y a des gens qui se pensent normaux. C'est-à-dire les gens qui sont phobes, qui ont des phobies, donc c'est des personnes qui sont souvent très malades de leur phobie. Voilà. Donc eux ou elles qui ont ces phobies se sentent normaux ou normales. C'est pour ça qu'il faut qu'ils trouvent une forme de stigmatisation qui leur permette de cracher leur colère. Donc il leur faut des objets pour ça. Donc les objets, c'est les personnes qui les dérangent dans leur idée de normalité et de supériorité, la plupart du temps.
Si je peux me permettre de continuer sur ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai que même moi, dans mon engagement dans ma musique, c'est-à-dire que j'ai toujours été une artiste homosexuelle, mais je ne l'ai jamais trop évoqué. Et au fil des années, j'ai commencé à en parler en assumant complètement la femme que je suis. Et surtout pour montrer qu'il faut enlever tous ces clichés en disant comme par hasard la folle ou la camionneuse ou c'est faux. Tous les jours, on croise des personnes qui sont homosexuelles et on s'en doute pas du tout. Les hommes se tournent derrière, et ils les regardent, même ils peuvent avoir des attitudes désobligeantes. Et en fait, ils s'aperçoivent que pas du tout. Ils imaginent que c'est une stigmatisation de l'hétéro pur et dur, alors que absolument pas. C'est une vraie femme qui aime les femmes. Ils sont toujours dans ce cliché. Et ça, j'ai envie vraiment de montrer que non, on n'est plus dans ce cliché. C'est terminé. Il faut arrêter. Sachant qu'il y a certes donc ces phobies donc qui sont trouvées quelque part aussi une nouvelle chambre d'écho, hein, on en parle souvent, mais là par rapport au racisme, mais ma foi par rapport à LGBTQI-phobie, c'est une équivalence, on peut dire ça comme ça. Mais est-ce que quelque part il y a aussi en parallèle pas aussi un peu d'inclusivité qui vient compenser un petit peu ces phobies qui comptent. À compenser, c'est bien là le problème. Il n'y a pas à compenser. C'est pas une question de poids. C'est qu'il y a juste une égalité de vivre tranquillement et les uns avec les autres. Point. Il n'y a pas d'avoir quoi que ce soit à compenser. Exactement. Donc c'est fondé sur l'idée que de l'hétéronormativité reproductive, hein, avec ce que moi j'appelle le genre prescrit. C'est l'idée d'une opposition systémique homme-femme, avec tous les clichés dont tu parlais par rapport aux représentations. Alors bon, la figure de la folle a été bien étudiée par rapport aux sœurs de la perpétuelle indulgence, par exemple, qui ont justement surjoué cette manifestation. Voilà. Mais ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est que ça reste pas dans la scène artistique. Ce qui dérange les personnes qui ont cette phobie, c'est qu'on est dans le social. Il y a des revendications sociales et des revendications d'égalité pour les droits humains, quelles que soient les labellisations et les variations dans ces labellisations. Donc on peut le fondre sous le terme queer parfois, mais queer ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Après, bon, il y a la posture lesbienne qui est politique. Avec Monique Wittig qui disait les lesbiennes ne sont pas des femmes, à l'époque où les femmes n'étaient que des opposés de l'homme et des objets de désir. Donc effectivement, le cliché binaire femme masculine, femme féminine, voilà, tout le monde aime tout le monde, et on le voit même dans la représentation, beaucoup dans les pubs, parce qu'il y a le marché du genre derrière ça, une espèce de marketing. Après, il faut voir aussi si c'est pas une appétence pseudo-pornographique parfois pour essayer de faire un peu voilà. Bon, je me méfie quand même du grand capital et de la publicité, mais de la récupération. Mais on a de plus en plus de visibilité de femmes qui s'aiment, qui s'embrassent à la télé, et comme tu disais, sans ce cliché qui est lui-même... Le reprocher, ce serait une forme d'homophobie et de lesbophobie aussi. Et voilà, on avance, mais les résistances sont d'autant plus fortes qu'on est de plus en plus visible et qu'on le dit. Oui. Voilà, donc on a vu un petit peu la situation, des droits de la communauté LGBTQIA+. Donc on voit, tu le disais Jérôme, donc cet acte de vandalisme, donc sur l'expo qui était si je me souviens bien installé donc sur les grilles là du conseil départemental. Est-ce que c'est lié au climat social donc de ces derniers temps, ou alors est-ce que c'est une tendance qui a tendance à s'accentuer, ou qui s'est accentuée progressivement? Toujours été là, c'est accentué maintenant avec peut-être tout le climat qu'on entend et tout ce qu'on entend en fait dans les médias aussi. Hein. Oui, il y a eu le rapport d'SOS Homophobie 2021
qui a dit que le Covid aussi est une cause. Il y a eu une forte poussée de pourcentage d'homophobie grandissante due par les voisins. C'est-à-dire qu'on est même allé jusqu'à dire à certaines personnes homosexuelles vous pouvez pas déménager parce que vous allez nous apporter le Covid. On retournait un peu au cancer gay avec le VIH. Et voilà, et puis partout. C'est pas que dans le monde urbain, c'est dans le monde rural. C'est l'homophobie est partout. Et puis il y a ce que je dis après tous ces personnes aussi politiques médiatisées qui veulent reculer, qui veulent reculer en fait nos droits et qui veulent revenir au Moyen Âge. Et quand on voit on parlait il y a peu de temps encore, on se questionnait sur les thérapies de conversion. C'est terrible, c'est l'Inquisition là. On va finir au bûcher. Sans oublier qu'on est quand même en 2022, hein. Donc c'est là où il y a un problème. Justement, l'interdiction des thérapies de conversion, c'est un signe positif. C'est un signe positif. C'est un signe que la législation commence donc à être un peu du côté des personnes de la communauté LGBTQIA+, ou pas? Alors, à être du côté nord, commence surtout à se rendre compte qu'il y a une inégalité et qu'il y a des choses qui sont incohérentes et inadmissibles encore à l'heure actuelle dans ce pays. Donc, c'est pas être d'un côté ou de l'autre, c'est juste faire valoir des droits et abolir des choses qui sont inhumaines. La valeur des droits, et en même temps, c'est aussi poussé derrière par des réseaux religieux aussi, parce que et donc on est dans un pays laïque et donc on respecte les religions, mais il ne faut pas que les religions nous imposent une société. Donc je vais me permettre de parler pour les intersexes, hein, qui sont des enfants souvent mutilés par des opérations abusives à la naissance alors qu'ils n'ont pas de problème fonctionnel. Voilà, alors déjà l'intersexualité c'est difficile à définir, hein. Mais voilà, donc la protection des enfants aussi par rapport à cette bicatégorisation forcée. Alors dans le sport, il commence à se passer des choses dans certains pays où il y a certaines compétitions mixtes. On a vu aussi le cas de Caster Semenya qui s'est vu retirer quand même en 2008 la médaille, quand elle a eu la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Berlin, parce qu'elle avait un taux hormonal qui ne convenait pas. Hein, alors, elle est hermaphrodite et lesbienne, ce qui en soi n'a rien à voir, mais il s'avère qu'elle est lesbienne, puisqu'elle peut être hermaphrodite et ce qu'elle veut, mais elle s'avère être lesbienne, et elle a été soutenue à l'époque par la femme de Nelson Mandela, Winnie Mandela, qui a dit c'est une créature de Dieu, justement, en disant c'est une créature de Dieu, c'est une créature divine, et foutez-lui la paix, quoi. Hein. Donc la religion, certaines religions peuvent aussi protéger, on peut aussi parler de spiritualité et de défendre toute personne humaine ou qui est née, voilà, qui a le droit de naître et de pas souffrir. Non, ok, d'accord. Quel bilan les diverses associations donc, de lutte pour les droits donc, des personnes LGBTQIA+, font un peu de l'avancée de leur lutte en territoire haut-garonnais et national, donc durant la période récente et à l'approche des élections présidentielles législatives. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même progrès, qu'il y a quand même Il y a beaucoup de manques, alors peut-être que je vais te laisser en parler parce que c'est surtout les oubliés de notre mouvement, notamment au niveau des droits, c'est les transgenres. Et c'est il y a eu beaucoup d'avancées et puis après il y a aussi la communauté aussi de la prostitution aussi qui est oubliée dans notre mouvement, parce que les LGBT c'est très vague, c'est très étendu, et c'est vrai que les lesbiennes, les gays, les bi, on n'a pas à se plaindre par rapport à d'autres membres de notre communauté.
Alors peut-être que là, ceux qui m'entendent vont hurler derrière, là, vont hurler, c'est sûr. Mais c'est un fait, parce que les trans sont... Je te laisse la parole pour en parler, tu vas en parler mieux que moi. Disons, voilà, c'est étape par étape. Donc c'est vrai que au fur et à mesure, les droits pour les homos avancent. Et que derrière, ça donne aussi la force à des personnes trans du coup d'oser la visibilité. Bon, du fait aussi de l'évolution de la société, des réseaux, etc. Parce que ça permet aussi une meilleure information et une meilleure communication. Mais oui, il y a encore beaucoup de droits, puisque le chemin pour une personne trans doit passer par des médecins, des psychiatres encore, et des tribunaux pour beaucoup de choses. Donc c'est un parcours très 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 compliqué, et c'est un manque de considération. Et il y a encore énormément de choses à faire. Mais pour ça, il faut aussi qu'on s'oriente, enfin que les personnes qui veulent changer ça s'orientent vers les personnes concernées. Et c'est le meilleur moyen de faire avancer les choses. Oui, on voit de plus en plus de jeunes justement qui revendiquent justement le fait qu'ils soient transgenres, notamment avec les réseaux sociaux, etc. Et souvent, on entend dire dans les discours réac oui, mais il y en avait moins avant. Alors que moi, je suis persuadée que non. C'était, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Alors, parce qu'on sait pertinemment que c'est pas vrai. C'est qu'ils n'ouvraient pas les yeux avant, déjà, d'une. Il y a un moment, voilà. Et c'est juste que, non, il n'y en avait pas moins. C'est juste que on se cache moins aussi. Et qu'on a besoin maintenant aussi d'avoir les mêmes droits et de dire on est là, et que ça vous plaise ou pas, on est comme vous, on est humain, on a 2 bras, 2 jambes, et on a le droit de vie et de vivre heureux, point. Juste, je me permets, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent, la médecine, la science permet qu'ils arrivent. Du coup, en fait, il y en a autant, mais on le voit plus, puisque c'est tellement bien fait que du coup... ils pensent que mais non, en fait c'est un homme, et ils se disent c'est un homme, mais non, c'était une femme avant, c'est ça. Voilà. C'était la pointe du mot. Moi, là, j'ai pensé à quelque chose, c'est qu'il y a une phrase que j'ai toujours entendu dire depuis que je suis toute gamine, c'est « pour vivre heureux, vivons cachés ». C'est quelque chose, quelque part, moi j'ai l'impression qu'on me l'a inculqué, alors que j'ai jamais fait avec, j'ai jamais cherché à cacher, pour ceux qui me connaissent, encore plus avec Boudy les Cops, justement tu m'en parlais Atista, mais au contraire on mettait tout sur scène, tout ce qui nous venait, qui nous passait par la tête, et tous les sujets qu'on voulait traiter et mettre en avant. Nous on était 3 femmes sur scène on avait des personnages qu'on n'avait pas décidés, qui étaient vraiment nos propres clowns, qui petit à petit étaient ressortis. Et c'est arrivé qu'on nous dise « vous donnez pas une belle image de la femme ». Parce que tout simplement, on disait les choses des fois un peu crûment, j'avoue, toujours dans l'humour. Mais et c'est vrai que... Est-ce qu'il n'y a pas ça, je reviens à cette phrase « pour vivre heureux, vivons cachés ». C'est parce que j'ai été un petit peu... je me suis arrêtée sur ce que vous avez dit tout à l'heure, en disant que finalement... plus ça allait, peut-être que plus il y avait des soucis, comme là ces tags sur et que des gens disent il y en avait moins avant. Maintenant on voit plus parce que justement les gens se cachent moins, et c'est très bien, parce que tu as raison, il faut pouvoir vivre comme tout le monde et avoir les mêmes droits. Mais est-ce que c'est pas ça, malheureusement, l'humain est comme ça? Est-ce que c'est pas ça qui engendre justement mais là c'est serpent qui se mord la queue, parce que dans ce cas je dis pas que c'est dans ce cas, est-ce qu'on peut cacher aussi, alors dans ce cas, tous les LGBTQI-phobes, les racistes, ça serait, tu vois, s'ils pouvaient vivre cachés, ça nous arrangerait. Exactement. Donc si ça marche d'un côté, ça marche de l'autre aussi. Mais c'est ça, c'est ça qui pour moi est... Parce que là, si on se cache, du coup, tu vois, si on prend le système à l'envers, ça veut dire qu'il faut qu'on se cache. Ah, mais j'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit qu'il fallait se cacher, au contraire. Hein. Et voilà, mais si jamais, tu vois, dire, ok, si on prend le principe, pour vivre heureux, restons cachés, ok? Donc ça veut dire que, ouais, je me cache, donc du coup, je vais pas avoir d'agressivité, donc machin. Quelque part, ça veut dire que c'est toi, ta vie, qui génère l'agressivité de l'autre. Non, la seule personne qui est responsable de son agressivité, c'est l'autre. C'est ça.
Donc bien j'ai sûr. le droit de vivre, j'ai le droit de pas me cacher. Si ça te plaît pas, t'as pas à verser ta haine sur moi. Bien sûr, oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, c'est juste la réflexion que j'ai faite, c'était cette phrase que j'ai toujours tellement entendue, parce que c'est juste parce que c'est humain, que c'est comme ça. Après, je dis pas que c'est bien. Hein. Attention, loin de là. Et après, je voulais poser une question aussi par rapport à Tista. Tu disais tout à l'heure que voilà, tu avais décidé depuis pas mal de temps maintenant quand même de parler de ton homosexualité ouvertement. Est-ce que tu as senti justement une différence par rapport Pardon, je te Bah, laisse, bah, je te par- laisse finir. Ouais, par rapport aux gens qui t'écoutent, au retour et tout ça. Comment Alors, c'est ben non, figure-toi que pas du tout, parce que j'ai quand même toujours été un groupe gay friendly, il y avait toujours beaucoup d'homosexuels dû à mes fréquentations aussi du groupe et des échanges, des écoutes. Mais réellement, ça n'a jamais été évoqué dans mes titres, ça a toujours été subtil. Et moi, ma vie personnelle, je ne l'ai jamais dit. Concrètement, j'ai jamais expliqué qui j'étais, avec qui j'étais. Ce qui est plutôt aussi logique, on n'est pas obligé, on est tous des personnalités, on n'est pas identifié par notre sexualité. Sauf qu'en grandissant, en devenant une femme, en me mariant, en ayant un petit garçon qui vient d'une PMA qu'on a fait à Copenhague, un petit garçon, j'ai de 10 mois, je me suis dit en fait, à un moment donné, c'est le moment peut-être, vu que je suis entendue, un minimum entendue, de raconter mon histoire. Et à travers mon histoire d'artiste, je prouve que clairement, je suis une féministe homosexuelle, mais je pense réellement que c'est plutôt l'idée que l'inconnu fait peur. Combien de personnes j'ai rencontrées qui ne connaissaient pas d'homosexualité et qui ont appris à me connaître, à échanger et qui m'ont dit, tu sais Sophie, je te remercie parce que j'ai changé de regard sur les choses. Parce qu'en fait, ils ont juste eu un feeling avec moi, on a discuté et ils ont compris que non, on n'était pas encore qu'un cliché. On n'est pas toujours sur le cliché, je reviens toujours sur ce fameux cliché parce que ceux qui ne connaissent pas pensent que les homosexuels sont tous dans le cliché. Et pas du tout. Et vraiment, ça, j'insiste sur ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, du Véro. coup, et peut-être qu'il y avait des gens qui t'écoutaient déjà avant et qui ont peut-être appris. Et Oui. ne pensaient pas avant que tu pouvais être Oui, aussi tu as ça, raison. voilà. Même si tu étais entourée, Bien sûr. voilà. Et que du coup, effectivement, je trouve que ça peut être une très bonne chose, justement, parce que étonner les gens, justement, qui, dans leur conscience, et quand ils connaissent quelqu'un, on parlait des voisins tout à l'heure, qui vont Oui. apprécier tout ça, puis le jour où ils apprennent et que ça peut les déranger à ce moment-là, qu'ils soient homosexuels, Oui. par exemple, ça fait réfléchir et ça fait changer les choses. Donc, juste pour dire que ta démarche, c'était une très bonne démarche, finalement. Merci Véronique. Mais c'est grâce à vous, comme si ça, à Radio Localities, je suis programmée, qu'on entend et que j'existe aussi. Donc merci, j'en profite. Merci. 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 Juste une petite remarque par rapport à l'acceptabilité ou à ces clichés. Mais même si les personnes sont dans des clichés et sont parfaitement exécrables et pas du tout dans le partage, ces personnes-là n'ont pas à être stigmatisées non plus. Enfin, je veux dire... j'ai droit à être con. Hein. Je peux être très con si j'ai envie. Et j'ai pas besoin d'être aimé. Hein. Je m'en fous, quoi. Voilà. Donc j'ai pas à être gentille, j'ai pas à être plus que les autres. Voilà. Je les emmerde, moi. T'es d'accord? Je suis d'accord On les avec emmerde, parce en que fait. voilà. Oui, puis même pour répondre à ce que tu dis, souvent moi les gens comme ça, je leur dis et quel impact ça a sur ta vie là, à Mais l'instant c'est T? Aucun? Bon bah voilà. Quel droit ça t'enlève? Rien. Bon, le problème Voilà. des privilèges. Moi, j'avais Ça. discuté avec un type en 2013 quand il y a eu le mariage dit pour tous, enfin mal nommé, mais en tout cas, on a eu des droits. Et donc, le droit au choix surtout. Mais Hein, c'est ça. c'est un droit au choix. Parce que la Et alors, différence était là, c'est que Ne d'un fais pas côté, du t'avais le droit de mansplaining. choisir d'avoir Ne fais oui pas du ou non. mansplaining. Ne m'interromps pas. Ne fais pas du mansplaining. Donc je disais, ouais. Donc je disais que ce type, dans un milieu rural justement, je lui dis mais qu'est-ce que ça t'enlève comme privilège? J'ai fait en fait. C'est justement ça t'enlève des privilèges. Ouais, ça m'enlève pas des privilèges. Mais si, ça t'enlève un privilège en tant qu'hétéro. Moi maintenant je peux me marier si je veux. Tu vois? Voilà.
Bon, maintenant, tu peux parler si tu veux. Je suis entièrement d'accord avec toi. Non, c'est ça. C'est pas ton macho. Ah non, ça risque pas. Non, mais c'est ça, la différence fondamentale était là, c'est qu'il y avait une liberté de choix, de pouvoir dire je veux ou je ne veux pas, qui était inégale. C'est-à-dire que d'un côté, on t'imposait tu ne peux pas, et de l'autre côté, tu avais le choix. Bon, pour revenir un peu sur la visibilité, justement, dernièrement, il y a eu une nouvelle un peu inattendue dans le monde du sport, notamment, avec donc une nouvelle réglementation pour les joueurs trans au sein de la Fédération française de rugby. Voilà, le rugby qui pourtant a une image donc, de sport ultra conservateur, etc. Bon, vous savez, le sport gentleman pratiqué par des voyous, bon bref, je vous passe, voilà. On a donc une nouvelle réglementation pour permettre donc, aux joueurs trans de jouer s'ils en ont envie, et selon leur stade de transition. On a par exemple une équipe de top 14, donc Biarritz, le Biarritz Olympique, qui arbore donc Grindr, donc site de rencontre donc homosexuel comme sponsor maillot, avec en plus les numéros en arc-en-ciel derrière. Donc est-ce que ça reste une avancée positive, même si ça reste ça peut sembler de la com ou voilà. Alors la Fédération française de rugby a toujours été un peu la fédération qui a été une des premières à signer la charte contre l'homophobie, et ça depuis pas mal d'années. Et donc après, moi je n'étais pas au courant, tu viens de me l'apprendre, et donc ça ne m'étonne pas de la Fédération française de rugby. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça dans d'autres sports ? Par exemple, je pense typiquement au foot. Oui. Alors, il y a beaucoup de joueurs de foot là, qui ont fait des livres, notamment pour dénoncer un peu l'homophobie. Mais souvent, ces gens-là ont justement après été mis à l'écart. On les a toujours éloignés des milieux sportifs ensuite. Donc, Oui, mais certains interviennent. Il y a eu un reportage il y a très peu de temps sur Arte, notamment, je ne sais plus son nom, qui intervient maintenant dans les écoles de formation de foot. Et donc, il y a quand même une écoute au niveau de la fédération de foot et une volonté, puisqu'ils font intervenir des personnes. Alors, ça va peut-être aller petit à petit, mais il ne faut pas non plus presser les choses et les faire bien aussi. Pour revenir donc aux associations au niveau local, donc au niveau toulousain ou garonnais, occitan, ce que vous voulez, on a le souvenir donc de la Pride de Toulouse qui s'est tenue, et ça a été une espèce de feuilleton là, je crois pendant 2-3 mois, feuilleton si on peut appeler ça comme ça, tellement c'était dramatique, où il a été question que la Pride ne se tienne pas pour des raisons prétendument logistiques, on va dire ça comme ça. Est-ce que le fait qu'au final, le fait d'avoir pu la faire là où vous vouliez la faire et quand vous vouliez la faire, c'était déjà une espèce de victoire en fait pour vous, ne serait-ce que par le poids que vous pouvez exercer sur la région. Hors de question qu'on cède, parce que c'était déjà ça. Pour nous, il n'était pas envisageable, et le collectif nous a suivis quand on leur a dit non, on ne veut pas céder. Il faut qu'on ait une visibilité. On voulait nous faire aller du côté du musée de l'Homme, Théâtre Sorano, le tribunal, la visibilité là. Elle n'était pas terrible. On voulait être vu, on voulait se montrer. En plus, ça permet à certaines personnes qui sont dans la solitude, dans l'isolement toute l'année, de pouvoir être mis un jour en lumière dans la rue. Et c'est important. Et puis en même temps, la place du Capitole, c'est symbolique, la croix occitane. On ne pouvait pas. Alors c'est vrai que c'était une victoire, mais après, je pense que c'était aussi une crainte, une peur sous prétexte du Covid et tout ça, une peur qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des... mais... Ouais. Oui, non, mais après, ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, et on a eu raison et si on ne sait pas encore pour le 2 juillet le parcours que l'on va avoir, mais on souhaite le centre-ville, et on va bien qu'il y ait des travaux un peu partout, mais voilà.
ce sera exactement le même ou quand même il y aura une petite variation ou... Ah oui, c'est vrai. Pour les chars. Oui, après, oui, normalement, le trajet est à peu près le même. Chaque fois, c'est la rue Alsace. On arrive, on remonte le boulevard, monument aux morts, et voilà. Et c'est vrai, à place, comme l'essence s'échappe, mais il y a les dérailleurs, on a l'association des dérailleurs avec nous. C'est un jeu de mots, hein, truc à pédale. J'ai le droit de faire des jeux de mots débiles. Après, la visibilité, c'est la visibilité aussi, je fais la transition par rapport au drapeau. Et donc, notre vice-présidente va nous parler peut-être de Pulse Europe, du drapeau. Sous les yeux, on a un très beau drapeau qui mélange en fait, qui se fond, le drapeau européen se fond dans le drapeau arc-en-ciel ou l'inverse. Et ça fait un très beau drapeau et tu vas nous raconter son histoire. En quelques mots, Justin, c'est vrai qu'il n'a pas été connu parce qu'il est tout jeune, ce drapeau. Il est né en 2019, donc en fait, bon, si je rebobine un petit peu, il a été créé par Pulse of Europe, donc peut-être que vous n'avez pas entendu parler de ce mouvement qui est citoyen, qui n'est pas du tout politique. Il a été créé en fait ce mouvement en 2016 quand il y a eu le Brexit, la montée du populisme, du nationalisme, même en Hongrie, etc. Et donc en fait, il y a un jeune couple allemand qui, je crois que c'est à Francfort, qui a lancé ce mouvement citoyen pour promouvoir un petit peu l'Europe au quotidien, enfin ce que c'est que l'Europe, l'Union européenne, tous les avantages qu'on a, etc. On oublie un petit peu tout ça, on critique beaucoup, mais derrière, voilà, il y a les libertés et tout ce qu'il y a derrière. Et en fait, donc Pulse of Europe, c'est essentiellement là, on est en France, en Allemagne, dans les grandes villes. Et on est aussi à Toulouse, Pulse of Europe Toulouse. Du coup, c'est une association maintenant qui existe à Toulouse depuis 2017. Et en fait, on fait beaucoup d'événements européens. Donc, on est aussi avec Pride de Toulouse sur même les droits LGBT, pas que, hein, les droits de l'homme aussi. Et en fait, ce drapeau, c'est une initiative en 2019, donc je reviens sur le truc, qui a été créé par Pulse of Europe, qui imaginait donc ce binôme un petit peu sur le même drapeau. Justement, en fait, on voulait attirer l'attention en fait, du public sur l'ampleur de la violation des droits de l'homme. Des minorités telles que la communauté LGBTQI+, voilà, en Europe de l'Est et du Sud, et aussi par rapport à ce qui s'est passé en Pologne, les zones free LGBT, je ne sais pas si vous avez entendu parler, les zones où on ne pouvait pas accéder parce qu'on était gay en Pologne. Donc on a eu beaucoup d'interventions en 2020, il me semble en visio. Il y a aussi des députés qui sont intervenus, il y a la Pride aussi, on a fait pas mal de speeches en visio parce que c'était Covid. Et là on continue, en fait, on a avec ce drapeau. Donc en 2021, donc juste après un petit peu entre le Covid, pas Covid, on a lancé la campagne Pride of Europe dans toutes les villes. Là c'est en France, en Allemagne et puis aussi dans l'Europe de l'Est. Justement avec ce drapeau pour montrer que ce mouvement citoyen, on est tous citoyens, hein, qu'on soit peu importe la sexualité, tout ça, on soutient ce mouvement, juste pour montrer ça. Et on a fait des initiatives dans les villes en question. À Toulouse, on a fait un événement pour la Semaine de l'Europe, au mois de mai. Cette année aussi, on aura droit. Ça s'appelle Ride for Europe. Donc, on était, imaginez-vous, à vélo avec votre famille, peu importe. Vous arrivez à place de Capitole, en bleu, si vous voulez, un code couleur, et avec un petit drapeau, ce drapeau-là, et puis on défile, on fait un petit parcours européen, et on termine au Jardin des Plantes, et puis Capitole, et c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, on se montre... qu'on appelle ça une visibilité à travers les rues de Toulouse. Bon, je parle de Toulouse puisque je suis donc à Toulouse. Mais en Berlin, ça a été fait simultanément à d'autres villes en Europe. Et je vous dis, c'est quand même... On s'est filmé en direct. Enfin, voilà. Si on peut insister sur tout ça, on continue. On continue encore cette année, on continue avec vous, bien entendu. Enfin, avec nous, quoi. Voilà. Moi, je trouve l'initiative vachement chouette. J'aimerais revenir par contre sur un truc. On parlait tout à l'heure du fait que... les gens ont tendance à monter de plus en plus sur le côté voilà, haine de l'autre, phobie et tout ça et machin. On l'a vu récemment pour un truc qui a un petit détail, juste l'arrivée d'un mot dans le dictionnaire où tout le monde a levé le bras et est parti en mode allez, j'ai dire ça à la moi, elles viennent jusque dans nos dicots broter nos filles et nos compagnes. Donc, je sais pas, une réaction par rapport à l'espèce de tollé que ça a provoqué juste parce que les mecs ils ont mis un pronom qui est Yel
et qui est rentrée dans le dictionnaire. Je ne sais pas, non. Elle vous inspire pas mes questions, faut le dire. Hein, bon. On en avait parlé, Cédric, ouais. Mais bon, Yel, c'est la contraction pertinente de il, elle, qui se prononce et qui peut se transmettre. Donc, encore une fois, c'est un ajout. Le pronom ne suffit pas, il faut qu'il y ait des désinences, hein, puisque en français, la bicatégorisation est partout. Donc, mettre un c'est pas en anglais, c'est une langue de type pronominal. Donc, on peut juste modifier un pronom ou ajouter un pronom, ce qui n'est pas le cas du français. Donc, il y a du boulot, il y a des personnes qui s'en occupent, des personnes qui sont intéressées par la question. Hein, le fait de dire... Yel est très pratique. Hein, c'est vraiment... il se prononce, il s'écrit facilement. Et, il est utilisé dans les milieux militants, universitaires déjà. Et le Robert... Pardon. Robert ne fait que... ne fait que valider un usage déjà en cours, et puis le valider, puisqu'en France, on est quand même sous le joug de cette institution qui se prend au sérieux, là, l'Académie française, et qui n'a de valeur pour ceux qui lui, et celles qui lui en donnent. Hein. Donc la langue nous appartient, hein, les néologismes... Fais gaffe, ils ont des épées quand même. Hein. Non, fais gaffe. Oui, mais ils sont dans leur fourreau. Et donc voilà, donc on fait ce qu'on veut, hein, avec la langue en général. Ça prouve que la langue française est encore une langue vivante qui sait s'adapter à sa société. Bon. Bien. Donc, vous voyez, donc ça provoque un débat jusqu'à côté de notre plateau, voilà, tout simplement. Bon. Donc, une histoire donc langagière, donc une histoire, voilà, une histoire de langue, hein. Exactement. Donc toujours l'impact un petit peu de votre travail donc au niveau local. Voilà, comment se portent donc les associations donc haute-garonnaises et ou occitanes donc par rapport à d'un point de vue fonctionnel. Est-ce que vous vous sentez conforté dans votre action, ou alors est-ce qu'il y a encore quelques entraves, comment voilà. On est conforté quand même par rapport à tout ce qui est donc les organismes territoriaux comme le conseil départemental, la mairie, la région. Mais après, les militants, on les attend, et il y a de moins en moins de militants dans les associations. Alors c'est pas propre au monde LGBT, c'est propre au monde associatif, à notre société, qui est une société individualiste et un peu nombriliste, et qui est sur la consommation dans les médias. C'est-à-dire que les gens maintenant ne s'engagent pas s'ils n'ont pas quelque chose en contrepartie. Alors pas tous, heureusement, il en reste. Nous on en est la preuve, tous ceux qui font partie du monde associatif. Mais voilà, on ne donne pas sans retour maintenant, et c'est terrible. C'est la société qui change aussi. Mais sans ces bénévoles-là et sans ces échanges, ces discussions, ces engueulades dans les associations pour pouvoir faire avancer nos idées, nos points de vue, nos actions, c'est important, et j'espère que la jeunesse qui arrive va se réveiller par rapport à ça, parce que si le monde associatif se meurt, il y a beaucoup de choses qui vont mourir, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Je sais pas si je suis un peu âgée, quoi. Enfin, je ne fais pas partie des jeunes, et j'ai grandi dans les années 80, 70-80, donc on a connu la saloperie, le cancer gay, hein, voilà. Donc voilà, c'était pas très encourageant, hein, pour nous. Et voilà, on a acquis des droits, on a acquis une visibilité, mais il faut pas rester sur ces acquis sociaux, hein. Il faut toujours regarder ce qui se passe. Les Femmes sont ukrainiennes, hein. Donc un petit hommage à la communauté libre d'Ukraine par rapport au rouleau compresseur du fou furieux là, qui est en train de détruire leur vie. Et voilà, donc on sera les premiers assassinés et martyrisés si on revient sous une dictature. Voilà. Donc, entre langue et ça, il y avait un petit écart.
par rapport à mes interventions. J'embrasse tout le monde. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais pour revenir sur, sur le recrutement de bénévoles, bon, certes, il y a eu la période Covid qui a forcément ralenti les choses, mais est-ce que vous avez l'impression que ça repart doucement, sans pour autant être à la normale ? Est-ce que les gens reviennent ? Très peu quand même, très peu, sachant que bon, il y a eu une période de Covid, mais il y a quand même, pendant la Covid, il y a des assos qui ont quand même, et qui en ont bavé. Les assos notamment de lutte contre le VIH. Alors je ne vais pas les citer parce que je pourrais en rendre des jalouses, mais INIPS, ACT UP, tout ça, ça a été dur parce que sans les permanences et sans tout ça, ça a été très dur pour ces associations-là. Nous, après, ça a été un peu moins dur. On organisait la marche, on ne pouvait pas la faire. Donc, on faisait des visios. Après, c'est vrai qu'on faisait après des visios au niveau de l'international. Et donc, on peut voir en podcast, d'ailleurs, sur notre site. Mais après, je pense qu'il y a eu aussi une démobilisation totale, mais même dans le monde, dans le travail en général. Les gens ont pris le temps de faire des choses et n'ont pas envie de s'investir comme avant. Et après l'analyser encore, je pense que c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt parce qu'on est encore là, on commence à tout libérer des livrets, comme c'est la Reine des Neiges, ça. Voilà, on commence juste à enlever les masques, on commence à ouvrir les lieux conviviaux dans les théâtres. Donc il faut attendre un peu. Attendons le printemps, la semaine prochaine. En parlant d'ouverture, soulignons l'ouverture récente d'un nouveau lieu multicolore, la Gougnotte à Saint-Cyprien, avenue Étienne-Millière. Voilà. Gougnotte voulant dire lesbienne. Je ne sais plus quel auteur avait... Enfin, c'était un peu tribade, hein, mais c'est un terme, un reclaim a word, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on retourne le stigmate. Gougnotte. Et est-ce que donc du coup la mobilisation, elle se fait, on parle de plus d'individualisme, mais est-ce que quelque part les gens se mobilisent, ont envie de se mobiliser dans leur, entre guillemets, dans leur biotope, c'est-à-dire dans leur, soit dans leur environnement professionnel, soit dans leur environnement plus direct, plutôt que dans une association qui vient les recruter. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de réorganisation Oh là on n'a pas réfléchi à tout ça aussi. Il a toujours une question qui pose problème. Ah, alors, là, je peux pas te répondre. Je peux pas répondre au nom de toutes les associations, déjà parce qu'on ne les a pas questionné sur ça. Mais après, ça, dans le monde... Oui, il y a le monde rural, parce que en fait, il faut vraiment faire dissocier les associations du monde urbain et du monde rural, mais je pense qu'on est toutes dans le caca, en fait. Voilà. Et on a du mal à remobiliser. Laissons le temps au temps. Voilà. Parce qu'on en sort juste et on se remet de tout ça. Et puis en plus, il y a le reste qui arrive de l'autre côté. Alors, ouais, donc tu as tous les... Voilà, l'avenir est un peu morose, mais on va le voir en rose. Voilà. Bravo. Il y a l'habitat urbain et l'habitat rural, c'est pas les mêmes. Peut-être tant que j'ai le micro, moi vous l'aurez compris, je suis le roi de la question politiquement correcte. Tu disais tout à l'heure, il y a quand même des enfants pauvres, entre guillemets, dans le mouvement LGBTQIA+, qui sont les transgenres, qui ne sont pas forcément tous reconnus comme les autres. Mais justement, est-ce qu'il y a un équilibre au niveau de la transphobie et de l'homophobie? Parce qu'on a souvent l'impression que, bon, alors dans une société masculiniste, l'homo gay, l'homo mâle, il fait peur parce qu'on ne sait jamais, l'autre a peur de se retrouver gay. Lesbienne, en règle générale, c'est une fille qui n'a pas trouvé le bon garçon. Il est en train de sortir tous les bons clichés. Voilà, ou alors une catégorie sur YouPorn. Attends, il faut que je dise 3 marques. Une catégorie sur YouPorn, Pornhub, où Jackie et Michel. C'est bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une égalité quelque part, ou est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? Est-ce qu'il n'y a pas
des homophobies plus homophobes que d'autres homophobies. Voilà, moi aussi, je sais poser des questions compliquées comme Clément. Alors, je pense qu'il y a de l'homophobie et de la transphobie au sein même de notre communauté. Il ne faut pas se leurrer, il faut le dire. Et après, le terme LGBTQI, quand même, dissocie LGBT, c'est quand même la sexualité, et QI, c'est quand même le genre. Et après, on a toujours parlé d'homophobie, et la transphobie n'a été rajoutée qu'il y a peu de temps, hein, je sais plus, peut-être 3-4 ans ou un peu plus peut-être. 4-5 ans, ouais. Et après, c'est l'inconnu fait toujours peur. Et ce que tu disais tout à l'heure, et voilà, donc c'est des personnes en dysphorie de genre. C'est ça qu'on dit. C'est ça. Si. Voilà, c'est ça. Ça a toujours existé, puisque c'est dans l'évolution même de la personne. On se pose des questions sur ce qu'on... Voilà, tu vois, c'est ça. Voilà, mais c'est le miracle. Donc, oui, on se pose toujours la question de qui on est, ce qu'on est, ce qu'on aime, et voilà. Et au bout d'un moment, bien, on trouve sa place, son genre, et on essaie. Ce que j'avais envie de dire, c'est le premier plateau de la journée qui nous emmène le soleil, et certainement que l'arc-en-ciel est pas loin. Exactement. Ça m'est venu comme ça tout seul. Après, on va c'est boire. une artiste. Hein. Bien. Ben, je pense qu'on va pouvoir clore justement sur ce soleil qui est en fin de retour, donc ce plateau. Oui. Juste rajouter quand même que Radio Occitania aussi aide par son émission notamment, et alors de parler, d'ouvrir des ondes et la parole, permettre la parole à des gens qui ne l'ont pas tout le temps. Et c'est important, et merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Voilà. C'est ça, hein, c'est donner la parole, toujours de la visibilité, et pas que, c'est ouvrir les esprits, c'est-à-dire que ça peut... je pense que une part d'éducation, entre guillemets, même si des fois ça peut être pénible d'en faire sans arrêt, mais à partir du moment où on explique les choses sont moins inconnues, et du coup il y a moins de peur, et forcément on vit mieux ensemble. Voilà. Et pour l'émission Et alors, c'est tous les mercredis soirs, entre de 19h30 à 21h. Et on vous Occitanie. attend. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous nous contacter.